Bienvenue sur Curiosity Story, la chaîne où l'histoire et la curiosité se rencontrent pour vous faire voyager à travers le temps et les événements qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un symbole universel de liberté et d'espoir, la Statue de la Liberté, ou comme appelée durant des années, la liberté illuminant le monde. Érigée sur Liberty Island, dans le port de New York, cette colossale sculpture néoclassique n'est pas simplement une œuvre d'art. C'est un message, un geste d'amitié et un symbole d'accueil pour tous ceux qui arrivent par la mer. Offerte aux États-Unis par le peuple français, elle fut conçue par le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, avec l'ossature métallique réalisée, elle, par Gustave Eiffel. Inaugurée le 28 octobre 1886, elle représente une femme drapée à la manière classique, inspirée de Libertas, la déesse romaine de la liberté. Dans sa main droite, elle brandit un flambeau illuminant le monde, et dans sa main gauche, elle tient une tablette gravée de la date de l'indépendance américaine, le 4 juillet 1776. À ses pieds, on trouve un détail important, une chaîne brisée, qui rappelle l'abolition de l'esclavage après la guerre de sécession. Mais cette statue, que nous connaissons aujourd'hui comme un emblème universel de liberté, a connu un parcours incroyable. Née d'une idée en 1865 pour célébrer le centenaire de l'indépendance des États-Unis, retardée par la guerre franco-prussienne, financée grâce à la générosité de centaines de milliers de donateurs, et assemblée pièce par pièce, après avoir traversé l'Atlantique. Son histoire est un véritable voyage à travers le temps et les passions humaines. Alors restons ensemble, car nous allons découvrir les secrets, les anecdotes et les défis qui ont fait de cette statue un symbole mondial d'espoir et de liberté. Notre histoire commence avec une idée née d'un esprit profondément engagé pour la liberté. Selon le National Park Service, le projet d'offrir un monument aux États-Unis, porté par le peuple français, fut d'abord imaginé par Édouard-René de La Boulaye, président de la Société française contre l'esclavage et penseur politique influent de son époque. Tout aurait même commencé vers le milieu de l'année 1865, lors d'une conversation entre La Boulaye, ardent abolitionniste donc, et Frédéric Auguste Bartholdi, un sculpteur visionnaire. Au cours d'un dîner près de Versailles, La Boulaye aurait déclaré que si un monument devait s'élever pour célébrer l'indépendance des États-Unis, il serait naturel qu'il reflète un effort commun des deux nations. Toutefois, un rapport publié par le National Park Service en 2000 suggère que cette anecdote pourrait relever davantage de la légende. La conception réelle de la statue daterait plutôt de 1870. En effet, La Boulaye souhaitait honorer la victoire de l'Union et ses conséquences, l'abolition de l'esclavage et la consolidation de la démocratie américaine. À travers ce geste, il espérait inspirer le peuple français à revendiquer, à son tour, davantage de liberté et de démocratie face à un régime monarchique répressif. Pour Bartholdi, le commentaire de La Boulaye ne constituait pas une proposition formelle, mais il éveilla son imagination. Cependant, le sculpteur ne passa pas immédiatement à l'action, en partie à cause de la nature autoritaire du régime de Napoléon III, et aussi parce qu'il était déjà absorbé par d'autres projets artistiques. En 1856, il avait voyagé en Égypte pour étudier les œuvres anciennes. À la fin des années 1860, il envisagea de créer un immense phare sculptural, nommé Progress, ou l'Égypte portant la lumière vers l'Asie, inspiré des figures féminines égyptiennes au nord du canal de Suez. Bien que des maquettes et autres croquis aient été réalisés, le projet ne fut jamais érigé. La raison principale étant son coût prohibitif. De retour d'Égypte, Bartholdi continua à s'inspirer de monuments imposants. Il visita le San Carlone de Giovanni Battista Crespi, une statue monumentale de Saint Charles Borromée en cuivre, repoussée sur armature de fer, ainsi que le monument dédié à Vercingétorix d'Aimé Millet. Ces expériences influencèrent sa décision de privilégier le cuivre, matériau plus léger, moins coûteux et facile à transporter pour son futur projet. Mais la guerre franco-prussienne retarda encore l'avancement du projet. Bartholdi, alors major de milice, vit Napoléon III capturé et exilé, tandis que sa province natale d'Alsace passait sous contrôle prussien. Avec l'instauration d'une république plus libérale en France, le contexte politique changea, offrant à Bartholdi et La Boulaye l'occasion idéale de présenter l'idée aux Américains influents. En juin 1871, Bartholdi traversa l'Atlantique, lettre de recommandation en main, et posa son regard sur Bedloe's Island, futur Liberty Island, conscient que chaque navire arrivant à New York passerait devant ce lieu stratégique.
En parcourant les États-Unis, rencontrant des personnalités influentes et même le président Ulysses Grant, Bartholdi constata toutefois que l'opinion publique, des deux côtés de l'Atlantique, n'était pas encore suffisamment mobilisée. Avec La Boulaye, ils choisirent de patienter avant de lancer une campagne publique. En parallèle, Bartholdi continua à développer ses idées artistiques. Dès 1870, il réalisa ses premières maquettes et travailla également sur des sculptures visant à renforcer le patriotisme français après la défaite face aux Prussiens. Parmi elles, le lion de Belfort, monumental et expressif, sculpté dans le grès sous la forteresse de Belfort, qui symbolisait la résistance face au siège prussien de cette province. Cette force émotionnelle et ce sens dramatique de la sculpture, caractéristique du romantisme, allaient se retrouver quelques années plus tard dans la Statue de la Liberté. Et après avoir posé les bases de cette idée monumentale et exploré le contexte historique et politique, il était temps pour Bartholdi et La Boulaye de réfléchir à la manière la plus symbolique et universelle de représenter la liberté américaine. Nos deux compères se sont donc interrogés sur la manière la plus puissante de symboliser la liberté aux États-Unis. Dans l'histoire américaine, deux figures féminines étaient fréquemment utilisées comme emblème culturel de la nation. L'une d'elles, Columbia, personnifiait les États-Unis, de la même façon que Britannia incarnait le Royaume-Uni, ou que Marianne représentait la France. Columbia avait remplacé l'ancienne personnification européenne des Amériques sous forme de princesse amérindienne, jugée dévalorisante et inappropriée. L'autre figure emblématique était la liberté, inspirée de la déesse romaine Libertas, largement vénérée dans l'Antiquité, notamment parmi les esclaves affranchis. À cette époque, cette figure apparaissait sur la plupart des pièces américaines et dans l'art civique et populaire, comme la Statue de la Liberté de Thomas Crawford qui couronne le dôme du Capitole à Washington. Le design de la future statue puisait dans plusieurs influences historiques, de la déesse égyptienne Isis à la figure romaine Libertas, en passant par l'iconographie chrétienne de la Vierge Marie. Cependant, Bartholdi et La Boulaye évitèrent toute référence à la liberté révolutionnaire violente, telle qu'illustrée dans le célèbre tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. Au lieu de montrer une figure armée ou partiellement dévêtue, Bartholdi imagina une liberté entièrement vêtue, tenant un flambeau symbolisant le progrès, afin de transmettre un message pacifique et universel. Même les plus petits détails étaient réfléchis. Le deuxième orteil, légèrement plus long que le gros orteil, connu sous le nom de pied grec, rappelait l'esthétique des statues passées. Au départ, Bartholdi avait pensé à un pileus, le bonnet des esclaves affranchis dans la Rome antique, mais il opta finalement pour un imbus rayonnant, créant une aura lumineuse évoquant le soleil et la lumière que la liberté apporte au monde. Ses premières maquettes représentaient une figure féminine en style néoclassique, vêtue d'une stola et d'une pella, portant son flambeau haut dans la main droite. La silhouette austère et imposante fut conçue pour produire un effet dramatique depuis le port de New York, offrant aux passagers un changement de perspective à mesure qu'ils s'approchaient de Manhattan. Pour la structure, Bartholdi fit appel à son ami et mentor, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Ensemble, ils imaginèrent une armature en briques et en fer, sur laquelle seraient fixées des plaques de cuivre repoussées, chauffées et martelées, pour épouser parfaitement la forme de la statue. Cette technique permettait d'alléger considérablement le poids, tout en conservant des détails visibles et majestueux. La statue, haute de 46 mètres, surpassait en taille des monuments contemporains, comme le San Carlone en Italie, ou la statue d'Arminius en Allemagne, tout en conservant des plis et un drapé classique, grâce au talent de Viollet-le-Duc. Cette combinaison de grandeur, de simplicité et de symbolisme précis allait transformer la vision de la liberté en un emblème universel. Ainsi, avec la vision et le design de la statue en tête, il restait désormais à Bartholdi et La Boulaye de convaincre le public et de trouver des fonds nécessaires pour transformer ce projet colossal en réalité. Et c'est en 1875 que l'affaire commence à germer. La France bénéficiait d'une stabilité politique retrouvée et d'une économie en reprise après la guerre. L'intérêt croissant pour l'exposition universelle à venir à Philadelphie convainquit La Boulaye qu'il était temps de solliciter le soutien public. En septembre 1875, il annonça officiellement le projet et la création de l'Union franco-américaine, chargée de collecter les fonds. C'est à cette occasion que la statue reçut son nom officiel, Liberty Enlighting the World. Contrairement à une idée reçue, ce sont les citoyens français et non le gouvernement qui financerait la statue, tandis que les Américains, eux, se chargeraient du socle. L'annonce suscitait une réaction globalement favorable en France, même si certains Français nourrissaient encore du ressentiment envers les États-Unis pour leur manque de soutien lors de la guerre contre la Prusse. Les monarchistes français, eux, s'opposaient au projet, simplement parce qu'ils venaient de La Boulaye, récemment élu sénateur à vie. Pour mobiliser les élites, La Boulaye organisa plusieurs événements prestigieux,
dont une représentation spéciale à l'Opéra de Paris le 25 avril 1876, mettant en avant une cantate, un poème lyrique, inédit de Charles Gounod, intitulé « La liberté éclairant le monde », reprenant le nom de la statue. Si le projet visait d'abord les riches et influents, il reçut finalement le soutien de l'ensemble de la société française. Les enfants d'école, les citoyens ordinaires, ainsi que 181 communes françaises participèrent à la collecte. Les alliés politiques de la Boulay, tout comme les descendants des combattants français de la guerre d'indépendance américaine, apportèrent également leur contribution. Plus pragmatiquement, certains espéraient aussi obtenir l'appui américain pour le futur canal de Panama. Même si les plans finaux n'étaient pas encore achevés, Bartholdi commença à fabriquer le bras droit tenant le flambeau, ainsi que la tête de la statue, dans l'atelier Gagé-Gauthier et Co. En mai 1876, Bartholdi se rendit aux États-Unis en tant que membre de la délégation française pour l'exposition universelle. Une immense peinture représentant la statue fut alors exposée à New York pour l'occasion. Le bras droit, arrivé tardivement à Philadelphie en août, ne fut pas mentionné dans le catalogue officiel de l'exposition. Malgré cette confusion, le bras attira rapidement les foules, et les visiteurs purent même grimper sur le balcon du flambeau pour observer l'exposition depuis les hauteurs. Après la clôture de l'événement, le bras fut transporté à New York, exposé quelques années à Madison Square Park, avant de retourner en France pour rejoindre le reste de la statue. Lors de son second voyage aux États-Unis, Bartholdi présenta le projet à différents groupes et encouragea la formation de comités américains de l'Union franco-américaine. Des comités destinés à lever des fonds pour le socle furent créés à New York, Boston et Philadelphie. Le comité new-yorkais prit progressivement la responsabilité principale de la collecte de fonds, devenant ainsi le fameux American Committee, dont faisait partie un jeune homme de 19 ans, Theodore Roosevelt, futur gouverneur de New York et président des États-Unis. Le 3 mars 1877, le dernier jour complet de son mandat, le président Ulysses Grant signa une résolution conjointe autorisant le futur président à accepter la statue offerte par la France et à choisir son emplacement. Le lendemain, son successeur Rutherford B. Hayes valida la proposition de Bartholdi et désigna Bedloes Island comme site officiel pour accueillir ce monument qui allait devenir un symbole universel de liberté et d'espoir. Ainsi, avec le design final défini, il restait à transformer cette vision artistique en une réalité tangible. Un défi qui allait mettre à l'épreuve l'ingéniosité et la persévérance de Bartholdi et de ses collaborateurs. De retour à Paris en 1877, Bartholdi se concentra sur l'achèvement de la tête, qui fut exposée lors de l'exposition universelle de 1878. La collecte de fonds continua, avec la mise en vente de modèles réduits de la statue et même des tickets pour observer la construction à l'atelier Gagé-Gauthier & Co. Le gouvernement français autorisa également une loterie, dont les lots comprenaient des pièces en argent et une maquette en terre cuite de la statue. À la fin de 1878, environ 250 000 francs avaient été collectés. La tête et le bras avaient été construits avec l'aide de Viollet-le-Duc, qui tomba malade en 1879 et mourut peu après, laissant le projet sans indication précise sur la manière de relier la peau en cuivre au socle prévu. L'année suivante, Bartholdi fit donc appel à une nouvelle personne, Gustave Eiffel, innovateur et génie de la construction. Avec son ingénieur Maurice Cochelin, Eiffel décida d'abandonner le socle en maçonnerie au profit d'une armature en fer. Plutôt que de créer une structure rigide susceptible de fissurer le cuivre, Eiffel conçut un squelette secondaire, permettant à la statue légèrement d'osciller sous le vent de New York et d'absorber l'expansion du métal par temps chaud. Il relia la peau à l'armature par des barres ou ressorts métalliques, formant un réseau de sangles rivetées, chacune façonnée individuellement avec précision. Pour éviter la corrosion, le cuir fut isolé de la structure en fer grâce à de l'amiante imprégnée de laque. Ce système fit de la statue l'un des premiers exemples de construction en mur rideau, où l'extérieur n'est pas porteur, mais soutenu par une structure interne. 2 escaliers en colimaçon permettaient aux visiteurs d'accéder au sommet de la couronne, tandis qu'un accès à la plateforme autour du flambeau fut également prévu, bien que l'étroitesse du bras limitât le passage à une unique échelle de 12 mètres. Le changement de matériaux permit à Bartholdi de revoir le plan de montage. Au lieu de construire la statue directement sur le socle, il décida de la fabriquer en France, puis de la démonter et transporter pour un assemblage final sur Bedloes Island. Dans un geste symbolique, le premier rivet fixant une plaque de cuivre sur le gros orteil fut posé par Levi P. Morton, ambassadeur des États-Unis en France. Le montage progressait par segments simultanés, souvent déroutant pour les visiteurs. Certains détails furent confiés à des artisans spécialisés, comme un doigt, fabriqué sur mesure à Montauban, dans le sud de la France.
En 1882, la statue était complète, jusqu'à la taille, un moment célébré par Bartholdi en invitant des journalistes à déjeuner sur une plateforme intégrée à l'œuvre. La Boulay mourut en 1883 et fut remplacée par Lesseps, à la tête du comité français. La statue fut officiellement présentée à l'ambassadeur Morton le 4 juillet 1884, et le gouvernement français accepta de financer son transport vers New York. Elle resta intacte à Paris, en attendant l'avancée des travaux du socle, et en janvier 1885, la statue fut enfin démontée et emballée pour traverser l'Atlantique. Aux États-Unis, les comités chargés de construire le socle rencontrèrent de grandes difficultés. En effet, la crise économique de 1873 avait plongé le pays dans une dépression durable, rendant la collecte de fonds complexe. Les critiques fusèrent. Certains Américains trouvaient déraisonnable de payer pour le socle d'une statue allégorique, préférant des œuvres représentant des héros ou des événements historiques. Même le choix d'un artiste étranger, Bartholdi, suscita des débats. Rappelons les critiques envers l'italiano-américain Constantino Brumudi pour le Capitole. Pendant plusieurs années, face à ces controverses et à l'indifférence relative du public, peu d'actions furent entreprises pour avancer le projet. Mais tandis que la statue prenait forme en France et était terminée, il restait donc un dernier défi de taille de l'autre côté de l'Atlantique. Construire ce socle qui soutiendrait ce monument-là et en ferait un symbole visible de toute la ville de New York. La fondation de la statue de Bartholdi devait être installée à l'intérieur du Fort Wood, une ancienne base militaire sur Bedloe's Island, construite entre 1807 et 1811. Peu utilisée depuis 1823, elle avait toutefois servi de station de recrutement pendant la guerre de sécession. La structure du fort, en forme d'étoile à 11 pointes, fut parfaitement adaptée pour accueillir le socle, orienté vers le sud-est afin que la statue salue les navires entrant dans le port depuis l'Atlantique. En 1881, le comité new-yorkais chargea Richard Morris Hunt de concevoir le socle. Il proposa un design ambitieux, un socle de 114 pieds, soit 35 mètres de hauteur, que des problèmes financiers réduisirent finalement à 89 pieds, soit 27 mètres. Le design mêlait l'architecture classique avec des portails doriques et influences aztèques. Sa forme de pyramide tronquée, 19 mètres de côté à la base et 12 mètres en hauteur, était identique sur ses 4 faces. Hunt avait même prévu des balcons et une plateforme d'observation au-dessus de laquelle la statue s'élèverait majestueusement. Le général Charles Pomeroy-Stone supervisa la construction de la fondation de 4,6 mètres de profondeur, tandis que la pierre de granit de Stony Creek, provenant du Connecticut, revêtait des murs en béton coulé, les plus massifs jamais réalisés à l'époque. La conception de la structure interne de la statue fut confiée à l'ingénieur civil norvégien Joachim Gottschien-Giaver, qui travailla à partir des plans et croquis de Gustave Eiffel, assurant calcul, dessin technique et supervision de la construction. Aux États-Unis, la collecte de fonds pour le socle commença en 1882, mais elle fut longue et ardue comme vu plus tôt. Pour mobiliser le public, le comité organisa des ventes aux enchères d'œuvres d'art et de manuscrits. C'est à cette occasion que la poétesse Emma Lazarus fut sollicitée pour composer un poème. D'abord réticente, elle s'inspira de son engagement auprès des réfugiés fuyant les pogroms de l'Europe de l'Est et créa le célèbre sonnet « The New Colossus ». Malgré ses efforts, la collecte peinait à atteindre son objectif. En 1884, le gouverneur de New York, Grover Cleveland, vota un financement de 50 000 $ et le Congrès refusa l'année suivante une aide de 100 000 $ pour compléter le projet. C'est alors que Joseph Pulitzer, éditeur du New York World, lança une campagne de dons publics, promettant de publier le nom de chaque contributeur, quel que soit le montant. La campagne captiva l'imagination des New-Yorkais. Une jeune fille, par exemple, fit don de 60 cents. Un pauvre garçon de bureau offrit 5 cents. Et même une classe de maternelle de Davenport, Iowa, envoya 1,35 $. Les dons affluèrent de toutes parts. Habitants âgés, maisons de repos, et même des buveurs invétérés dans les bars de Brooklyn participèrent. Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, les travaux sur le socle purent reprendre. Au final, la France leva environ 250 000 $ pour construire la statue, tandis que les Américains durent rassembler jusqu'à 300 000 $ pour ériger le socle. Un véritable effort collectif qui rendait ce monument déjà légendaire. Donc, après des années de préparation, de collecte de fonds et de construction, le moment tant attendu approchait enfin. La statue allait traverser l'Atlantique pour être érigée sur son socle. Le 17 juin 1885, le paquebot français Isère arriva dans le port de New York, transportant dans ses cales la statue entièrement démontée. Les New-Yorkais, enthousiasmés par cet événement, se massèrent le long des quais à hauteur de 200 000 personnes, tandis que des centaines de bateaux saluaient l'arrivée du navire. Après 5 mois de campagne de dons quotidienne,
Le 11 août 1885, le New York World annonça que 102 000 $ avaient été collectés auprès de 120 000 donateurs, dont 80% des contributions étaient inférieures à 1 $, témoignant de l'engouement populaire. Cependant, même avec ce succès, le socle n'a été achevé qu'en avril 1886. Immédiatement, l'assemblage de la statue commença. Le squelette métallique d'Eiffel fut solidement ancré aux poutres en acier intégrées dans le socle en béton, puis les sections de cuivre furent fixées avec une précision extrême. Faute de place pour installer les échafaudages, les ouvriers durent se suspendre à des cordes pour poser les plaques. Bartholdi avait prévu d'installer des projecteurs sur le balcon de la torche, mais l'Army Corps of Engineers s'y opposa, craignant d'aveugler les pilotes présents dans la zone. Il imagina alors des hublots intégrés dans la torche recouverte de feuilles d'or, éclairés depuis l'intérieur par une centrale électrique installée sur l'île. Lorsque la peau fut complète, Frederick Law Olmsted, co-designer de Central Park et Prospect Park, supervisa le nettoyage de Bedloes Island, préparant l'île pour la grande cérémonie d'inauguration. Bien que le général Charles Stone affirma qu'aucun homme n'était mort pendant la construction, la réalité fut plus sombre. Francis Lungo, un ouvrier italien de 39 ans, perdit la vie lorsqu'un vieux mur s'effondra sur lui, par exemple. La cérémonie d'inauguration eut lieu le 28 octobre 1886, sous la présidence de l'ancien gouverneur de New York, Grover Cleveland. Dès le matin, une parade massive traversa la ville, rassemblant plusieurs centaines de milliers à 1 million de spectateurs. Cleveland ouvrit le cortège et se tint sur la tribune pour admirer les musiciens et marcheurs venus de tout le pays. Lorsque le défilé passa devant le New York Stock Exchange, des courtiers jetèrent du ticker-tape, ruban de papier utilisé historiquement pour transmettre les informations boursières, depuis les fenêtres, donnant naissance à la tradition des parades de confettis à New York. Une parade nautique suivit à 12h45, avec le président embarquant sur un yacht pour rejoindre l'île. Les discours commencèrent par les Lesseps, au nom du comité français, puis du sénateur William Evart pour le comité américain. Lors de la cérémonie, un drapeau français tomba accidentellement, déclenchant les acclamations du public. Cleveland prononça ensuite un discours. La statue devait représenter un courant de lumière perçant l'obscurité de l'ignorance et de l'oppression humaine, jusqu'à ce que la liberté éclaire le monde. Bartholdi, présent mais réservé, refusa de parler. Un feu d'artifice initialement prévu fut reporté au 1er novembre en raison du mauvais temps. Cependant, la cérémonie suscita aussi des critiques. The Cleveland Gazette, un journal afro-américain, dénonça le paradoxe de la statue, arguant que la véritable liberté n'était pas encore acquise pour tous aux États-Unis, en particulier pour les citoyens noirs confrontés à la violence et aux discriminations. Ainsi, entre éclats de joie et débats passionnés, la Statue de la Liberté prit officiellement sa place dans le port de New York, symbolisant à la fois l'aspiration universelle à la liberté et les complexités d'un pays en pleine transformation. Mais après son inauguration triomphale, un nouveau défi se présenta, faire briller la torche de la liberté, et permettre à la statue de rayonner non seulement comme symbole, mais aussi comme phare vivant pour la ville de New York. Lorsque la torche fut allumée le soir de l'inauguration, son éclat était à peine visible depuis Manhattan. Le New York World la décrivit comme plus proche d'une luciole que d'un véritable phare. Bartholdi proposa de dorer la statue pour amplifier sa luminosité, mais cela se révéla trop coûteux. En 1887, le United States Lighthouse Board prit la statue sous sa responsabilité et tenta d'améliorer son éclairage, sans grand succès. De nuit, elle restait presque invisible. Bartholdi, lors de son retour aux États-Unis en 1893, fit plusieurs suggestions pour y remédier, mais aucune ne fut efficace. Il réussit cependant à améliorer l'éclairage intérieur, permettant aux visiteurs de fête d'admirer pleinement le travail d'Eiffel. En 1901, le président Theodore Roosevelt, ancien membre du comité de New York, transféra la statue au War Department, car elle n'avait pas rempli sa fonction de phare. Une unité de l'Army Signal Corps resta sur Bedloes Island jusqu'en 1923, suivie par la police militaire, pendant que l'île resterait sous juridiction militaire. Avec les vagues d'immigration à la fin du 19e et au début du 20e siècle, de nombreux immigrants arrivant par New York ne voyaient plus la statue comme un simple symbole d'éclairage, mais comme un signe d'accueil dans leur nouvelle patrie. L'ouverture du centre de traitement des immigrants à Ellis Island renforça cette association, confirmant la vision d'Emma Lazarus, qui avait qualifié la statue de mère des exilés. Son sonnet fut finalement gravé sur une plaque au pied de la statue en 1903, réaffirmant son rôle de guide et de refuge pour tous les nouveaux arrivants. Les histoires orales des immigrants témoignent de l'émotion ressentie en voyant la statue pour la première fois. Un immigré grec se souvient. « J'ai vu la statue de la liberté, et je me suis dit, Dame, vous êtes magnifique. »
vous ouvrez vos bras à tous les étrangers. Donnez-moi une chance de prouver ma valeur, de faire quelque chose, d'être quelqu'un en Amérique. Rapidement, la statue devint un repère emblématique. Elle était initialement de couleur cuivre, mais peu après 1900, la patine verte ou vert de gris, due à l'oxydation, commença à se former. En 1906, elle couvrait entièrement la statue. Craignant une corrosion, le Congrès alloua 62 800 $ pour des réparations et la peinture de la statue. Mais les protestations publiques furent fortes. L'Army Corps of Engineers étudia la patine et conclut qu'elle protégeait le cuivre et adoucissait les contours, rendant la statue plus belle. Seul l'intérieur fut peint, et un ascenseur fut installé pour relier le socle et la plateforme d'observation. Le 30 juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale, des saboteurs allemands firent exploser des stocks de munitions sur Black Tom Island, causant des dégâts mineurs à la statue, surtout au bras tenant la torche qui resta fermé au public pendant 10 jours. Cette même année, Ralph Pulitzer lança une collecte pour installer un éclairage extérieur. Bien que 80 000 personnes participèrent, l'objectif n'était pas atteint. Un riche donateur combla alors la différence en secret. Le courant électrique fut amené par câble sous-marin, des projecteurs furent installés, et Gutzon Borglum, futur sculpteur du Mont Rochemort, redessina la torche avec du vert coloré. Le 2 décembre 1916, le président Woodrow Wilson actionna le télégraphe pour allumer la statue. Durant la Première Guerre mondiale, l'image de la statue fut largement utilisée pour la propagande et la collecte de fonds, symbolisant la liberté et rappelant le cadeau de la France. En 1924, le président Calvin Coolidge déclara la statue monument national. Après divers incidents et travaux de maintenance, le National Park Service prit la gestion complète de l'île en 1937, transformant de fait le site en parc public. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la statue resta ouverte mais non illuminée, sauf pour des occasions symboliques, comme le D-Day, où ses lumières clignotèrent le code Morse V pour la victoire. À partir de 1945, l'éclairage nocturne fut progressivement restauré, et ce n'est qu'en 1957 qu'elle brilla toutes les nuits. En 1956, Bedloes Island fut officiellement renommé Liberty Island, concrétisant la vision de Bartholdi. L'île et Ellis Island furent intégrés au Statue of Liberty National Monument, et en 1972, un musée de l'immigration ouvrit dans le socle de la statue, bien qu'il ferma en 1991. La statue continua donc d'être un symbole de lutte et d'expression publique. Manifestations féministes, protestations contre la guerre du Vietnam, mouvements pour l'indépendance portoricaine, et d'autres causes se succédèrent, renforçant son rôle de plateforme universelle pour les droits et les libertés. Au fil des décennies, la Statue de la Liberté ne cessa de fasciner, mais le temps et les éléments avaient laissé leurs empreintes. Il était désormais essentiel de préparer son centenaire pour qu'elle continue de briller pour le monde entier. En effet, dans les années 1980, les ingénieurs français et américains examinèrent la statue dans ses moindres détails en prévision de son centenaire en 1986. Dès 1982, il fut annoncé que la statue nécessitait une restauration majeure. Et le défi était de taille. Manque de plan précis, modifications structurelles accumulées au fil des décennies, bras droit mal fixé qui oscillait dangereusement par grand vent, tête installée à 60 cm de décalage de la base, corrosion du squelette interne et environ 2% des plaques extérieures à remplacer. Bien que certains problèmes aient été identifiés dès 1936, de nombreuses couches de peinture avaient masqué la gravité des dégâts. En mai 1982, le président Ronald Reagan annonça la création de la Statue of Liberty Ellis Island Centennial Commission, dirigée par Lee Iacocca, pour lever les fonds nécessaires. Plus de 350 millions de dollars furent récoltés grâce à la Statue of Liberty Ellis Island Foundation, et la statue devint l'un des premiers exemples de campagne marketing philanthrope. Pour chaque achat avec une carte American Express, 1 centime était reversé à la rénovation, générant 1,7 million de dollars. En 1981, la statue fut fermée au public pour permettre les travaux. Les ouvriers montèrent l'échafaudage autoportant le plus grand du monde, recouvrant temporairement la vue de la statue. Des couches de peinture et du goudron furent retirées à l'azote liquide et au bicarbonate de soude, tandis que les substances à base d'amiante utilisées par Bartholdi compliquaient le travail. Afin de travailler dans de telles conditions, les restaurateurs portaient des grandes combinaisons protectrices, surnommées Moonsuit. Les plaques de cuivre endommagées furent remplacées par du cuivre provenant d'un toit de Bell Labs, choisi pour sa patine similaire. La torche, qui fuyait depuis 1916, fut remplacée par une réplique exacte de l'original, et la nouvelle torche, installée en 1986, fut recouverte de feuilles d'or 24 carats, reflétant le soleil le jour, et illuminée par des projecteurs la nuit. Le squelette interne d'Eiffel
fut entièrement remplacée par des barres en acier inoxydable résistantes à la corrosion, capables de fléchir légèrement avant de retrouver leur forme, protégeant ainsi la structure des vents. Le rayon de la couronne fut réaligné et l'éclairage nocturne modernisé avec des lampes métal halide, composés chimiques formés par la combinaison d'un métal avec un halogène, qui mettent en valeur les détails de la statue et de son socle. Le socle, lui, fut transformé avec un large accès et des portes monumentales en bronze, et un ascenseur moderne permit un accès facile à la plateforme d'observation, complété par un ascenseur d'urgence jusqu'au niveau des épaules. Du 3 au 6 juillet 1986, le centenaire fut célébré lors du Liberty Weekend. Reagan présida la cérémonie d'inauguration, en présence du président français François Mitterrand. Le 4 juillet, Operation Sail fut relancée, et la statue rouverte au public le 5 juillet. Dans son discours, Reagan déclara « Nous sommes les gardiens de la flamme de la liberté, nous la tenons haute pour que le monde entier la voie ». Au fil des années suivantes, la statue de Liberty Island fut temporairement fermée pour diverses raisons. Attaque terroriste après le 11 septembre 2001, ouragan Sandy en 2012, fermeture gouvernementale, manifestations et pandémie comme celle du Covid-19 en 2020. La couronne rouvrit finalement en octobre 2022, permettant aux visiteurs d'admirer la statue comme jamais auparavant. Le 7 octobre 2016, la construction du nouveau musée de la Statue de la Liberté commença sur Liberty Island. Avec un coût de 70 millions de dollars et une superficie de 2400 mètres carrés, ce musée moderne, conçu par FX Fall Architects, s'intègre parfaitement au parc environnant et permet désormais à tous les visiteurs de découvrir l'histoire complète de la statue, contrairement au musée du Socle, accessible seulement à 20% des visiteurs. Il est aussi pertinent de voir qu'au-delà de sa fonction symbolique et historique, la statue s'est rapidement imposée dans la culture populaire, inspirant films, jeux vidéo, art et même la publicité. Effectivement, la Statue de la Liberté s'est rapidement imposée comme une icône incontournable, inspirant à la fois les artistes et le grand public. Déjà au début du XXe siècle, elle figurait sur les affiches de la Première Guerre mondiale, comme celle du Victory Lawn en 1918, et dans des récits littéraires tels que le dialogue imaginé par O. Henry entre Miss Liberty et une autre statue. Au cinéma, elle est devenue une figure quasi vivante, apparaissant dans le premier film de Charlie Chaplin, Les Migrants en 1917, et plus tard dans des blockbusters, comme Ghostbusters, La Cinquième Colonne, Le Cerveau, ou AI, Intelligence Artificielle, jusqu'à des films d'animation comme Ballerina, où la statue est encore en construction à Paris, ou encore Fievel et le Nouveau Monde, qui nous propose une scène de fin à ses côtés emblématiques. Parfois, elle est représentée détruite ou endommagée, comme dans La Planète des Singes, Deep Impact ou Cloverfield, soulignant sa force symbolique même dans la fiction catastrophe. Les jeux vidéo n'ont pas été en reste. La transformation en personnage ou en décor interactif, que ce soit dans Grand Theft Auto 4, parodié sous le nom de Statue de l'Hilarité et reprenant les traits d'Hillary Clinton pour une satire politique, ou dans Assassin's Creed Unity, où elle est en construction à Paris. Elle est également présente dans Civilization, où elle peut être construite comme merveille mondiale, renforçant son rôle d'icône universelle, ou encore dans SimCity, et d'autres jeux de gestion afin de renforcer son image de monument culturel mondial. Elle est également omniprésente dans la culture populaire et institutionnelle, sur les plaques d'immatriculation de New York et du New Jersey, dans les logos sportifs des New York Rangers, ou même sur des timbres français, comme celui émis pour le centenaire du monument en 1986. La littérature et la bande dessinée ont aussi fait appel à elle. De l'Amérique de Franz Kafka, où Karl Rossmann découvre la statue brandissant un glaive, à un cow-boy à Paris de Lucky Luke, ou la grande traversée d'Astérix, qui joue avec son histoire et sa symbolique, on la retrouve dans des centaines d'œuvres. Ainsi, de la publicité à la littérature, du cinéma aux jeux vidéo, la Statue de la Liberté s'est imposée comme un mythe vivant, capable d'incarner tour à tour l'espoir, la liberté, la résistance ou l'humour. Elle dépasse son rôle de monument pour devenir une source inépuisable d'inspiration et un symbole universel, célébré et réinventé à travers le monde entier. Et voilà, chers spectateurs, comme nous l'avons vu, la Statue de la Liberté n'est pas seulement un monument de cuivre et d'acier posé sur une île de New York. Elle est bien plus que ça. Elle est une allégorie de l'humanité, de nos espoirs et de nos luttes. Son visage tourné vers l'horizon, sa torche qui tente d'illuminer l'obscurité, ses bras ouverts au vent et aux vagues, reflètent la quête universelle de liberté et de dignité. Comme elle, l'humanité a traversé des tempêtes, affronté des conflits et surmonté des épreuves. Les fissures qu'elle a connues et les réparations qui l'ont rendue plus forte nous rappellent que nos propres blessures peuvent devenir des forces, que nos défis peuvent nous rapprocher d'une version plus grande et plus lumineuse de nous-mêmes. À travers les siècles, cette statue a accueilli des millions de regards, des millions d'histoires. Pour certains, elle était un phare de l'espoir,
le symbole d'un nouveau départ, comme pour ces milliers d'émigrants arrivant à Ellis Island, qui voyaient en ses bras ouverts une promesse silencieuse d'un avenir meilleur. Pour d'autres, elle était un emblème culturel, un personnage de cinéma ou de bande dessinée, un easter egg dans un jeu vidéo, un miroir de nos imaginaires et de nos aspirations collectives. Et pour tous, elle demeure un rappel puissant que la liberté n'est pas un simple mot gravé sur un piédestal, mais un chemin que nous construisons chaque jour, individuellement, mais surtout ensemble. Merci à vous d'avoir partagé ce voyage dans le temps avec moi, d'avoir exploré les coulisses, les anecdotes et les mystères de ce monument emblématique. Vos commentaires, vos partages et vos likes permettent à cette histoire de continuer à vivre et à atteindre encore plus de curieux comme vous. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris, ce qui vous a surpris, ou même ce que vous ressentez quand vous pensez à cette statue. Si vous aimez cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos de Curious History, où chaque pierre, chaque visage et chaque événement a une histoire à raconter. Et maintenant, alors que notre visite touche à sa fin, nos rideaux se baissent doucement. Mais l'histoire, elle, continue. Et je vous dis par conséquent, à très bientôt, sur votre chaîne d'histoire, Curious History.